La première chose que j'ai vue, c'est son visage. Pas en personne, pas même lors d'un appel vidéo, mais sur une photographie de mauvaise qualité, prise sous un faible éclairage, envoyée sur mon téléphone à 22h43 un mardi soir. Mon téléphone a vibré 2 fois, l'écran illuminant le coin sombre de mon salon, où je somnolais à moitié après un service de 14 heures sur la base. Le message ne contenait aucun mot, juste l'image. Ma grand-mère, seule, assise sur un banc en bois dur à la gare routière de la ville. Sa petite silhouette était voûtée sous un manteau élimé, ses mains serrant fermement son sac à main comme si elle s'accrochait à la dernière chose qu'elle possédait. Un gobelet de café en papier était posé, vide, à côté de ses pieds. Probablement quelque chose qu'elle avait acheté des heures auparavant pour se réchauffer. Derrière elle, la gare semblait déserte, pas une âme en vue. L'horloge murale était figée sur 21h17. C'était l'hiver, le genre d'hiver où votre souffle gèle avant même que vous ne puissiez le voir. Je pouvais presque sentir le froid mordre à travers ses vêtements, jusque dans ses os. Et puis, j'ai remarqué autre chose. Son expression, ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la confusion. C'était de la résignation. Comme si elle avait cessé d'attendre que quelqu'un vienne la chercher. Comme si elle avait décidé qu'elle resterait simplement assise là, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Le SMS suivant est arrivé quelques secondes plus tard, d'un numéro que je ne connaissais que trop bien. Ma cousine Mia. Je pensais que tu devais le savoir. Tes parents l'ont déposée ici. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus s'occuper d'elle. J'ai lu le message 3 fois avant que les mots ne fassent sens. Mes parents avaient déposé ma grand-mère, la femme qui m'avait pratiquement élevée, à la gare routière, comme s'il s'agissait d'un colis encombrant, et ils étaient repartis. Mon cœur a cogné dans ma poitrine. La chaleur a monté derrière mes yeux, mais ce n'était pas des larmes, c'était de la fureur. J'ai répondu instantanément: « Où sont-ils maintenant ?» Mia a répondu: « À la maison. Ils ont dit que grand-mère restait ici jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Ils ne veulent plus d'elle dans la maison. » Ma respiration est devenue lente, régulière, comme on vous l'apprend avant une mission. Sauf que ce n'était pas un exercice. C'était la famille. Mes parents avaient toujours été compliqués. Ils n'étaient pas du genre affectueux, ni avec moi, ni avec mes frères et sœurs, et certainement pas avec ma grand-mère. Mais ça, ce n'était pas seulement de la froideur, c'était de la cruauté déguisée en pragmatisme. J'ai regardé l'horloge. 22h47. J'aurais pu monter dans ma voiture, parcourir les 64 kilomètres jusqu'à la gare, la récupérer discrètement et repartir. C'est ce que toute personne raisonnable aurait fait. Mais je ne me sentais pas raisonnable. Je me sentais chirurgicale, calculatrice, militaire. Voyez-vous, je ne suis pas n'importe quelle petite fille. Je suis un Navy SEAL. Et quand les SEALs se déplacent, nous ne nous contentons pas de nous présenter, nous marquons les esprits. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à une discussion de groupe nommée Escouade Echo. C'étaient mes frères et sœurs d'armes. Des gens qui m'avaient sorti de fusillade, qui m'avaient confié leur vie et qui avaient gagné la mienne en retour. Besoin d'une assistance rapide, récupération de civils. Zéro menace hostile mais haute valeur symbolique, ai-je écrit. La première réponse est arrivée en moins de 10 secondes. Où et quand? J'ai envoyé la photo de ma grand-mère, puis l'adresse de la gare routière. À 22h52, j'avais ma réponse. 5 Humvee, 50 Seals, équipement complet. Départ dans 20 minutes. Je me suis glissée dans ma tenue de cérémonie. Pas le treillis, pas l'équipement de combat, l'uniforme de parade, celui que l'on porte pour les remises de diplômes, les funérailles et les moments où l'on a besoin que le monde sache exactement qui l'on est. Les médailles alignées sur ma poitrine n'étaient pas seulement du métal, elles étaient une preuve. La preuve que je m'étais battue plus fort, que j'avais enduré davantage et survécu à ce que la plupart des gens ne pourraient imaginer. Ce soir, je ne venais pas seulement pour ma grand-mère. J'allais montrer à mes parents et à toute la ville exactement ce qu'ils avaient fait. Au moment où je suis sortie, l'air nocturne a cinglé ma peau. Mais le grondement sourd au loin m'a réchauffé d'une manière unique. Phares, moteur,
Le convoi arrivait. Le premier Humvee s'est arrêté, les pneus crissant sur le gravier gelé. Puis un autre, et encore un autre. Les soldats ont sauté à terre, les bottes frappant le sol en un unisson parfait, formant un périmètre sans que je n'aie à dire un mot. Je suis montée dans le véhicule de tête. Gare routière, ai-je ordonné. Nous nous sommes mis en route comme une lame fendant l'obscurité. Et je savais qu'avant que cette nuit ne se termine, mes parents regretteraient chaque seconde de ce qu'ils avaient fait. Pour comprendre pourquoi j'ai réagi ainsi cette nuit-là, il faut comprendre qui est ma grand-mère et ce qu'elle représente pour moi. Elle s'appelle Margaret Ellis. Tout le monde l'appelle Maggie, mais pour moi, elle a toujours été grand-mère. Elle a 78 ans. Elle est vive comme l'éclair avec un esprit si affûté qu'elle pourrait couper un homme en deux avant qu'il ne se rende compte qu'il a été blessé. Elle est la raison pour laquelle je tiens debout toute seule et, ironiquement, la raison pour laquelle j'ai endossé l'uniforme. Quand j'étais enfant, mes parents n'étaient pas vraiment présents. Mon père courait toujours après une affaire qui échouait généralement avant même de commencer. Ma mère, elle, se souciait plus de la politique du club de golf que de sa propre famille. C'est ma grand-mère qui préparait mes déjeuners, recousait mes jeans déchirés et assistait à chaque récital de piano, même ceux où je massacrais les notes au point de faire grimacer le professeur. C'est elle qui m'a dit « Ma petite, ta force ne réside pas dans le volume de ta voix. Elle réside dans ton refus de briser. » Ces mots m'ont porté tout au long de mon entraînement BUD/S, quand chaque muscle de mon corps hurlait d'abandonner. Mais pour mes parents, elle était un inconvénient. Ils la voyaient comme un fardeau vieillissant, un rappel d'obligation dont ils ne voulaient pas. Ils ne l'ont jamais dit tout haut. Mais la façon dont ils soupiraient quand elle demandait de l'aide, la façon dont ils l'isolaient dans la plus petite chambre d'amis, je savais. Pourtant, je pensais qu'ils avaient une décence élémentaire. Je pensais qu'il y avait des lignes qu'ils ne franchiraient pas. Cette illusion a volé en éclats 3 mois avant l'incident de la gare. Ma grand-mère a fait une chute dans sa cuisine. Rien de catastrophique, mais elle avait besoin de quelques semaines de rééducation. J'étais en mission à l'étranger à l'époque, alors j'ai appelé mes parents et je les ai suppliés de passer la voir quotidiennement. Ils m'ont promis qu'ils le feraient. Ils ne l'ont pas fait. À mon retour au pays, quand je me suis rendue chez elle, l'endroit était dans un état lamentable. Elle vivait de soupe en conserve et de crackers, parce que personne n'avait pris la peine de faire les courses pour elle. Son linge s'entassait dans un coin. Elle a essayé de minimiser la chose. « Oh, je vais bien, ma chérie. » Mais j'ai vu la vérité dans ses yeux. Ce fut mon premier point de rupture. J'ai affronté mes parents sur le champ. Ils ont balayé mes reproches d'un revers de main. Ils ont dit qu'elle était têtue, qu'elle n'acceptait pas l'aide. L'aide? Ils n'en avaient jamais offert. C'est alors que j'ai commencé à lui rendre visite 2 fois par semaine, peu importe mon emploi du temps. Je réparais son robinet qui fuyait, je lui apportais des produits frais, je l'emmenais à ses séances de rééducation. Je pensais pouvoir équilibrer les choses. Mais mes parents n'appréciaient pas cela. Ils y voyaient une interférence dans leurs décisions. Je m'en moquais, jusqu'au soir où ma mère a dit quelque chose qui m'a glacée. « Tu comprendras quand tu devras gérer quelqu'un comme elle. » C'est épuisant. Parfois, on a juste besoin de prendre ses distances. Prendre ses distances. Elle parlait de sa propre mère. Retour à la nuit de la photo. J'avais passé la journée sur la base pour un exercice d'entraînement avec mon escouade. Je suis rentrée épuisée, j'ai attrapé un dîner surgelé et j'étais sur le point de m'effondrer quand mon téléphone a vibré. J'ai failli l'ignorer. Failli. Quand j'ai ouvert ce message et vu grand-mère sur ce banc froid, c'est comme si chaque once de patience que j'avais jamais eue envers mes parents s'était évaporée. Je n'avais pas besoin de détails. Je me moquais de leurs raisons. Je savais que c'était intentionnel. Ils ne l'avaient pas déposée là par accident. Ils voulaient qu'elle parte, loin des yeux, loin du cœur. Et voici le truc. Quand vous avez servi dans l'armée assez longtemps, vous développez un 6e sens pour l'urgence des missions. Vous savez quand une chose peut attendre le matin et quand elle ne le peut pas. Ici, c'était le second cas.
J'aurais pu simplement aller la chercher, l'emmener chez moi, laisser toute l'affaire s'estomper tranquillement. Mais cela aurait envoyé le mauvais message. Je voulais que mes parents, et n'importe qui d'autre pensant pouvoir traiter sa famille de la sorte, ressentent le poids de leurs actes. C'est pour cela que je n'y suis pas allée seule. C'est pour cela que j'ai appelé l'escouade écho. Ce ne serait pas seulement une récupération, ce serait une déclaration. Alors que les Humvees roulaient dans les rues endormies, j'imaginais le visage de ma grand-mère quand elle nous verrait arriver. J'imaginais l'expression de mes parents quand ils entendraient tous les moteurs devant leur maison plus tard cette nuit-là. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix, car je savais qu'à la fin de la nuit, ils comprendraient exactement à qui ils avaient affaire. Je sépare généralement ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Mes coéquipiers me connaissent sous le nom d'Hélice, celle qui ne craque pas sous la pression, celle qui se porte volontaire pour les missions les plus ingrates sans ciller. Mais cette nuit-là, je les ai impliqués dans quelque chose d'intime. J'ai envoyé un message groupé, besoin de roues et de bras. 30 minutes, pas de questions, opération non létale. Ils n'ont pas hésité. C'est ça, les SEALs. Quand l'un de nous appelle, les autres répondent, quoi qu'il arrive. 10 minutes plus tard, mon téléphone vibrait de confirmation. Quand je suis arrivée au parc automobile, 5 Humvees tournaient déjà au ralenti sous les lampes à sodium, l'échappement s'élevant dans l'air nocturne comme la fumée des narines d'un dragon. Je suis montée dans le véhicule de tête. Mon chef d'escouade, Torres, était déjà sur le siège passager. Il m'a regardée de côté. « Hélice, tu ramènes un convoi pourquoi exactement ?» J'ai regardé droit devant moi. Affaire de famille. Torres a haussé un sourcil, mais n'a pas insisté. Il me connaissait assez pour savoir quand ne pas poser de questions. Nous n'avons pas chargé d'armes réelles. Il ne s'agissait pas d'intimider par la force. Il s'agissait de présence. La vue indéniable de 5 véhicules militaires s'enfonçant au cœur de la banlieue allait parler pour moi. En partant, j'ai pris des couvertures, un thermos de thé chaud au réfectoire et l'un de ces épais manteaux militaires pour ma grand-mère. Mon esprit repassait la photo en boucle. Le réverbère blafard au-dessus d'elle, le banc de la gare, ses mains croisées sur ses genoux, comme si elle essayait de se faire toute petite. Elle n'avait même pas l'air triste sur la photo. Elle avait l'air résignée. C'était pire. Nous avons quitté la base en formation, les moteurs vrombissant sourdement. J'étais sur le siège passager, casque sur la tête, scrutant la route. J'avais fait des missions nocturnes en territoire hostile, mais celle-ci était différente. L'enjeu n'était pas la sécurité nationale. C'était elle. 20 minutes plus tard, nous avons tourné sur le parking de la gare. Il était presque minuit. L'endroit était vide, à l'exception d'une lumière vacillante au-dessus du banc et d'elle. Grand-mère était assise exactement comme sur la photo, sauf qu'elle avait maintenant sa petite valise à fleurs à côté d'elle. Elle a levé les yeux en entendant les moteurs, plissant les paupières contre l'éclat des phares. J'ai sauté du véhicule avant même qu'il ne s'arrête. Grand-mère. Son visage s'est adouci en me reconnaissant, puis ses sourcils se sont froncés. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je l'ai enveloppée dans le manteau et lui ai versé du thé. Elle n'a pas résisté, mais elle n'arrêtait pas de regarder la file de Humvee derrière moi, les silhouettes des SEALs au repos. Ma chérie, c'est quoi tout ça? Une extraction, ai-je simplement répondu. Elle a laissé échapper un demi-soupir, un demi-rire, en secouant la tête. Tu as toujours eu le sens du spectacle. Mais j'ai vu ses épaules se détendre. Pour la première fois depuis cette photo, elle n'était plus seule. Elle était entourée, protégée. Je l'ai installée moi-même dans le Humvee de tête, m'assurant qu'elle était à l'aise. Elle essayait de me dire qu'elle allait bien, qu'elle ne voulait pas causer de problème. Je n'ai pas répondu. Ma mâchoire était contractée. Torres s'est penché. Quelle est la suite? J'ai regardé au-delà de lui, vers la route sombre menant au quartier de mes parents. On fait une escale. Le trajet fut surréaliste. Les petites rues de banlieue tranquilles, où je faisais du vélo enfant, résonnaient maintenant du grognement sourd et régulier des moteurs militaires. Les rideaux bougeaient, les lumières des porches s'allumaient. Les gens observaient à travers leurs stores le passage du convoi. Quand nous avons tourné dans la rue de mes parents,
Toutes les lumières de leur maison étaient éteintes. J'ai dit au chauffeur de se garer en formation, bloquant la route. Le son à lui seul, 5 Humvees s'éteignant en synchronisation, suffisait à réveiller tout le quartier. Les voisins sont sortis sur leur perron en pyjama, murmurant. J'ai laissé ma grand-mère dans le véhicule avec 2 coéquipiers, puis j'ai remonté l'allée. Mes bottes crissaient sur le gravier. Je n'ai pas frappé doucement. J'ai asséné 3 coups secs qui ont fait vibrer la porte. Les lumières se sont allumées à l'intérieur. Après une pause, la porte s'est entr'ouverte et la voix de mon père est arrivée, ensommeillée et irritée. Tu as une idée de... Il s'est arrêté en me voyant. Puis il a regardé derrière moi les véhicules, les uniformes, la foule silencieuse d'opérateurs dans sa rue. C'est quoi ce bordel ? A-t-il demandé, la voix montant dans les aigus. Je me suis reculée juste assez pour qu'il voie le Humvee derrière moi et ma grand-mère à l'intérieur, sirotant son thé. Son visage est devenu livide. « Vous l'avez laissé à une gare routière ?» ai-je dit. Ce n'était pas une question, pas une accusation, un constat. Pendant un long moment, il n'a pas répondu. Il est resté là, en peignoir, à me fixer, puis à regarder le convoi, puis à me fixer à nouveau. « Habille-toi » lui ai-je dit d'une voix basse. « Tu sors. » Il n'a pas bougé. C'est là que j'ai fait un pas de plus, si près qu'il a dû reculer. « Tu vas descendre cette allée, tu vas te tenir devant elle, et tu vas t'expliquer devant tous ces témoins, les voisins, les squads, toute la ville qui en parlera pendant des années. » Il savait que je ne bluffais pas. La porte est restée entr'ouverte pendant une bonne dizaine de secondes. Je pouvais voir la guerre dans la tête de mon père, l'orgueil contre la peur, le contrôle contre l'exposition. Il avait bâti sa vie sur le secret des affaires familiales, sur le maintien des apparences. Maintenant, cette façade était sur le point d'être pulvérisée sous les phares de 5 Humvees militaires. Je me suis reculée, laissant l'air froid de la nuit circuler entre nous. « Papa » ai-je dit calmement, « plus tu resteras planté là, plus tu diras à tout le quartier quel genre d'homme tu es. » Sa mâchoire s'est crispée. Derrière lui, ma mère est apparue, serrant son peignoir, les yeux passant de moi à la rue. Elle avait l'air de vouloir claquer la porte et prétendre que rien de tout cela n'arrivait, mais elle ne le pouvait pas. Pas avec grand-mère qui regardait depuis le Humvee de tête, et pas avec 2 douzaines de voisins déjà rassemblés sur leur pelouse. Mon père a marmonné quelque chose à ma mère, puis est rentré. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, le froissement des vêtements. Ma mère s'est attardée, se tordant les mains. « Tu n'étais pas obligé de... » « Si, je l'étais. » Ma voix a tranché la nuit. Elle était seule dans une gare, dans le noir, parce que vous avez décidé qu'elle ne valait pas le trajet du retour. Ses yeux ont brillé de culpabilité, mais juste un instant. Puis, le masque familier a repris sa place. « Ce n'était pas comme ça, » a-t-elle murmuré. « Alors sors et explique-nous comment c'était, » ai-je répliqué. La porte s'est refermée. Une minute plus tard, mon père est apparu, en jean et pull cette fois. Il semblait plus petit, d'une certaine manière. Sa posture était affaissée, bien que ses yeux gardent cette lueur dure. Nous avons descendu l'allée ensemble, le murmure des conversations se répandant dans la rue. Les cils se tenaient comme des statues, bras croisés, observant sans expression. Les voisins se sont écartés à notre approche du véhicule. Grand-mère regardait par la fenêtre, sa tasse à la main. En le voyant, elle l'a posé lentement, ses mains reposant sur ses genoux. J'ai ouvert la portière du Humvee. « Sors », lui ai-je dit doucement. « Tu devrais entendre ça en plein air. » Elle a hésité, nous regardant tour à tour, puis est descendue prudemment, le froid lui pinçant les joues. Elle se tenait sous le réverbère, sa valise à fleurs à ses côtés. « Dis-lui », ai-je dit à mon père. Il s'est raclé la gorge, son regard fuyant le sien. « Ce n'était pas sûr pour toi à la maison, nous avons pensé... » « Non, » ai-je interrompu. « Dis-lui la vérité. Tu ne voulais pas t'occuper d'elle. Tu voulais qu'elle dégage de ton chemin. » Un murmure a parcouru la foule. Mon père m'a lancé un regard noir, mais je n'ai pas scié. La voix de ma grand-mère était faible, mais elle portait.
Tout ce que je voulais, c'était passer Noël avec ma famille, mon propre fils. Sa mâchoire a tressailli. Tu n'aurais pas été à l'aise? Elle a esquissé un petit sourire triste. Le confort n'est pas la question, n'est-ce pas? Je me suis avancée. Ça s'arrête ce soir. Vous allez reconnaître ce que vous avez fait et vous allez vous excuser. Ici même. Maintenant. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses yeux ont cherché les Humvee, les cils, les voisins, les smartphones qui enregistraient sans aucun doute. Pour un homme obsédé par sa réputation, c'était le scénario cauchemardesque. Devant son silence, j'ai fait un signe à Torres. Le cil a bougé, sans menace, mais avec une présence indéniable. Le bruit des bottes sur l'asphalte était délibéré, synchronisé, un langage que mon père ne comprenait que trop bien. Finalement, ses épaules se sont affaissées. « Maman, je suis désolée. » Les mots semblaient avoir été arrachés de sa poitrine avec des pinces. Les yeux de ma grand-mère ont brillé, mais elle n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête une fois. « Merci de l'avoir dit, » a-t-elle murmuré. Puis, se tournant vers moi, « Pouvons-nous partir maintenant, ma chérie ?» Je l'ai aidée à remonter dans le Humvee. La mission était à moitié terminée, mais mon pouls battait toujours la chamade. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de la récupérer. Il s'agissait de leur montrer, à eux et à tous ceux qui regardaient, que le temps où l'on cachait les choses sous le tapis était révolu. Je me suis retournée vers mes parents. Elle vient avec moi. Et si jamais vous tentez encore quelque chose comme ça, je ne ramènerai pas seulement un convoi, je ramènerai la presse. Personne n'a parlé. Les cils sont remontés dans les véhicules. Les moteurs ont rugi. Le convoi s'est éloigné du trottoir, laissant mes parents seuls sous ce réverbère. Tout le quartier les fixait. Dans le rétroviseur, je les ai vus rapetisser au loin. Deux silhouettes dans le froid, entourées par les murmures auxquels ils n'échapperaient jamais. Mais je n'en avais pas fini. Pas encore. Au matin, la vidéo était partout. Quelqu'un dans la foule avait diffusé toute la confrontation en direct. Cela s'est propagé comme une traînée de poudre, des groupes Facebook locaux aux chaînes d'information régionales. Dès le petit déjeuner, mon téléphone vibrait de messages de reporters demandant des commentaires. Je les ai ignorés. J'avais une autre scène en tête. À 10 heures, j'ai conduit ma grand-mère à la mairie. Elle portait un manteau de laine propre et une écharpe que je lui avais achetée il y a des années, assise bien droite sur le siège passager de mon pick-up. Le convoi de Humvees n'a pas suivi. Cette fois, je n'en avais pas besoin pour intimider. Le mal était déjà fait. À l'intérieur, l'endroit bourdonnait d'activité. Les conseillers municipaux manipulaient des papiers. Le maire vérifiait sa montre. Quand je suis entrée, les murmures ont commencé immédiatement. Les gens avaient vu la vidéo. Ils savaient. J'avais appelé à l'avance pour demander à parler pendant le forum public. Quand ils ont enfin appelé mon nom, je me suis avancée vers le pupitre avec ma grand-mère à mes côtés. « Voici ma grand-mère », ai-je commencé, ma voix stable mais portante. Il y a 3 nuits, elle a été laissée seule à une gare routière dans le froid pendant des heures par son propre fils et sa belle-fille. Il y a eu de légers cris d'étouffement dans la salle. Mes parents étaient assis au dernier rang. Ma mère, les bras croisés fermement, mon père, faisant semblant d'étudier le sol. Elle a 83 ans, ai-je continué. Elle a élevé 3 enfants, cumulé 2 emplois et n'a jamais tourné le dos à sa famille quand elle avait besoin d'aide. Et voilà comment on la remercie. La main de ma grand-mère reposait légèrement sur mon bras, mais elle ne parlait pas. Je pouvais sentir le poids de son silence, une sorte de permission de continuer. La famille, ce n'est pas seulement le sang, ai-je dit en parcourant la salle du regard. C'est être là, c'est le respect, et c'est ne jamais, au grand jamais, abandonner quelqu'un qui vous a tout donné. Le maire s'est agité sur son siège, mal à l'aise. Je ne suis pas sûre de ce que... Je ne suis pas ici pour obtenir de la sympathie, ai-je coupé. Je suis ici pour demander des comptes. Mes parents dirigent une entreprise locale. Ils siègent dans des commissions. Ils sourient pour des photos lors d'événements caritatifs. Mais quand personne ne regarde, ils ont laissé ma grand-mère se débrouiller seule à un arrêt de bus par des températures glaciales. Le visage de mon père est devenu rouge,
Les lèvres de ma mère se sont pincées. Cette ville s'enorgueillit de son sens de la communauté, ai-je dit. Alors je vous le demande, est-ce sincère ou n'est-ce qu'un slogan sur le panneau de bienvenue? La salle était silencieuse, à l'exception du faible ronronnement du chauffage. Je me suis reculée du pupitre, mais je ne me suis pas assise. Je suis restée à côté de ma grand-mère au centre de la pièce, laissant le silence s'installer. Je savais utiliser le silence, la façon dont il force les gens à affronter le poids de ce qui vient d'être dit. Après un long moment, le maire s'est raclé la gorge. Au nom de ce conseil, nous condamnons le traitement infligé à Madame Clark. Ce n'est pas ce que nous sommes en tant que communauté. Il a regardé vers mes parents. Avez-vous quelque chose à dire? La mâchoire de mon père a travaillé. Il a jeté un regard à ma mère, puis aux caméras. Oui, les informations locales étaient arrivées, attirées par la vidéo virale. Finalement, il s'est levé. Je présente mes excuses à ma mère et à la communauté. C'était une erreur. Cela ne se reproduira plus. Je n'ai pas souri. Je ne lui ai pas pardonné. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit calmement, mais assez fort pour que les micros saisissent mes paroles. C'était un choix. Les mots sont tombés comme une pierre dans l'eau calme, des ondes d'inconfort se propageant dans la salle. En partant, des gens nous ont arrêtés dans le couloir. De vieux amis de ma grand-mère, des inconnus qui avaient vu la vidéo. Ils lui ont serré la main, lui ont tapoté l'épaule, lui ont dit qu'elle méritait mieux. Dehors, sous le pâle soleil d'hiver, elle m'a regardée avec un petit sourire fatigué. « Tu n'étais pas obligée de faire tout ça », a-t-elle dit. « Si », lui ai-je répondu. « Je le devais, parce qu'ils oublieront si personne ne les force à se souvenir. » Elle n'a pas répondu tout de suite, puis doucement, « Ils s'en souviendront, maintenant. » Mais je n'avais pas fini. L'excuse publique était un début, pas la fin. Les gros titres n'allaient pas s'effacer discrètement. Et j'avais un dernier geste à faire, un geste qui garantirait qu'il n'essaierait plus jamais de l'effacer. 2 jours après le passage à la mairie, l'histoire avait pris une dimension propre. Ce n'était plus seulement une dispute familiale locale, c'était devenu un sujet de discussion sur la négligence des aînés, le respect et ce que signifie protéger les siens. Les animateurs radio en débattaient. Un sénateur d'État avait tweeté à ce sujet. Et mes parents recevèrent des appels qu'ils n'appréciaient guère de la part de partenaires commerciaux, de présidents de commissions, et même de vieux amis qui ne voulaient pas être vus à leur côté. J'aurais pu m'arrêter là. Les excuses étaient actées. La ville les avait vus humiliés, et grand-mère était en sécurité. Mais je repensais sans cesse à cette photo, celle d'elle seule à la gare. Cette image s'était gravée dans ma mémoire, et je voulais m'assurer qu'elle se grave aussi dans la leur. C'est pourquoi j'ai demandé une dernière faveur à mon unité. Par un samedi après-midi tranquille, la rue de mes parents s'est remplie d'un profond grondement de moteurs diesel. Pas un Humvee cette fois, pas 5, mais 3 Humvee et 2 énormes camions de transport militaire. Pas d'armes, pas d'intimidation, juste une présence. Nous nous sommes garés le long du trottoir en une ligne parfaite. Des Navy Seals en uniforme sont sortis, sans armes, mais dans leur tenue de cérémonie complète. Chacun portait quelque chose dans ses mains. Au centre de la formation, je me suis avancée avec ma grand-mère au bras. Elle portait la même écharpe qu'à la mairie, et, pour la première fois depuis des semaines, elle était coiffée comme elle l'aimait, de façon soignée et digne. Mes parents étaient déjà sur leur Porsche, la confusion lisible sur leur visage. Les voisins regardaient à travers leurs rideaux. Quelques-uns sont même sortis sur leur pelouse. Quand nous nous sommes arrêtés au pied de l'allée, je me suis tournée vers les hommes et les femmes derrière moi. En parfait unisson, les cils se sont alignés, 3 de chaque côté de nous. Puis, à mon signal, ils se sont tournés face à mes parents. Ceci, ai-je dit, ma voix portant dans la rue silencieuse, est la famille que ma grand-mère méritait la nuit où vous l'avez laissée à cette gare. C'est le respect que vous avez refusé de lui témoigner. Un par un, les cils se sont avancés et ont déposé leurs objets sur l'allée. Une couverture pliée, un thermos de thé chaud, une paire de gants chauds, un parapluie, une lampe de poche, une note manuscrite qui disait « Vous n'êtes jamais seul ». Je voyais la gorge de ma mère se serrer.
Ses yeux passaient nerveusement des voisins aux caméras, puis à la foule grandissante. Mon père avait les mains enfoncées dans ses poches, mais j'ai remarqué le tressaillement de sa mâchoire. Grand-mère n'a pas besoin de votre argent, ai-je dit en les regardant tous les deux. Elle n'a pas besoin de votre approbation. Ce dont elle a besoin, ce qu'elle a toujours mérité, c'est votre présence, votre respect. Et quand vous avez échoué à les lui donner, d'autres ont pris le relais. Je me suis approchée, mes bottes crissant sur l'allée. Vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas revenir sur cette nuit. Mais vous pouvez vous en souvenir. Chaque fois que vous verrez ces choses, j'ai désigné les objets au sol, vous vous rappellerez exactement qui a dû se présenter à votre place. Les cils se sont tournés brusquement vers la rue. Mais avant de partir, j'ai donné un dernier ordre. Honneur! D'un seul mouvement, ils ont posé un genou à terre devant ma grand-mère. Pas pour moi, pas pour le spectacle, mais pour elle, la femme qui avait survécu à une enfance durant la Grande Dépression, élevé une famille, travaillé jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal, et qui avait encore de la bonté à donner. La rue était silencieuse, à l'exception du bruit d'un téléphone enregistrant la scène. Puis j'ai pris la main de ma grand-mère, je l'ai aidée à monter dans le Humvee de tête, et nous sommes partis. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je savais qu'ils étaient toujours là, mes parents, regardant le convoi disparaître sous les yeux de tout le voisinage. Ils ne l'admettraient jamais tout haut. Mais je savais que cette image, ce moment, ils ne l'oublieraient jamais. Et c'était bien là le but. Les vidéos ont inondé Internet avant même que nous ne soyons de retour chez grand-mère. Quelqu'un avait filmé l'intégralité. Le convoi descendant la rue, les cils se mettant en formation, les cadeaux déposés, le moment où ils se sont agenouillés. Au moment où j'aidais ma grand-mère à rentrer, mon téléphone vibrait sans arrêt. À la tombée de la nuit, le clip dépassait le million de vues. La section des commentaires était inondée de messages d'inconnus du pays entier. Des vétérans, des petits-enfants, même des infirmières en gériatrie. Certains étaient en colère pour ma grand-mère. Certains partageaient leurs propres histoires de négligence et de trahison familiale. Et d'autres disaient simplement « C'est ainsi que l'on honore la personne qui vous a élevé ». Le présentateur du journal local m'a appelé pour une interview. Des médias nationaux ont repris l'affaire. Il ne s'agissait plus seulement d'embarrasser mes parents, c'était devenu une conversation sur la dignité, le devoir et ce que les familles doivent à ceux qui les ont bâtis. Grand-mère ne se souciait pas beaucoup de l'attention. Elle riait et disait « Je suis trop vieille pour être célèbre ». Mais je la surprenais à se tenir plus droite, à sourire plus souvent. L'étincelle dans ses yeux était revenue. Elle s'est remise à cuisiner, et le dimanche, elle fredonnait les vieilles chansons qu'elle chantait quand j'étais petite. Mes parents ne m'ont pas parlé pendant des semaines, mais je sais qu'ils ont vu les gros titres. Je sais qu'ils ont entendu les murmures à l'église et au club de golf. Ils voulaient que tout reste discret. J'ai fait en sorte que le monde entier sache. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Elle ne venait pas d'eux, du moins pas directement. Elle venait de la sœur de ma mère. Elle écrivait qu'ils repensaient à certaines choses, que peut-être ils avaient perdu de vue ce que la famille était censée être. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse dire, c'est de ne rien dire du tout. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur ma grand-mère. Nous avons fait des promenades le long de la côte. Nous nous sommes assises dans le jardin à boire du thé lors des soirées fraîches. Je l'ai même emmenée sur la base un jour pour la présenter à l'unité. Elle a ri quand l'un des plus jeunes SEALs lui a demandé si elle envisageait de s'engager dans la Navy. Et voici le fond du problème. Je n'ai pas fait tout cela uniquement pour punir mes parents. Je l'ai fait pour que ma grand-mère voie, pour qu'elle sente qu'elle valait la peine qu'on se batte pour elle. Que peu importe qui l'avait abandonnée, elle aurait toujours quelqu'un prêt à se lever, à se présenter et à la protéger. Avec le recul, je réalise que cette journée à la gare aurait pu se passer différemment si je n'avais pas vérifié mes messages. Si je n'avais pas passé ces appels, si j'avais laissé les mots de mes parents, « Grand-mère reste ici » ou « Elle va bien », décider du cours des choses. Mais je ne l'ai pas fait, parce que quand quelqu'un que vous aimez est laissé seul dans le froid, vous ne passez pas votre chemin. Vous faites demi-tour, vous revenez,
Vous réparez les choses et vous vous assurez que les responsables se souviennent exactement pourquoi ils n'auront plus jamais la chance de recommencer. À quiconque entend ceci, peut-être avez-vous votre propre moment de la gare routière, enfoui quelque part dans votre mémoire. Ce n'était peut-être pas pour un grand-parent, c'était peut-être un ami, un voisin, quelqu'un qui vous a soutenu quand personne d'autre ne le faisait. Si cette personne est toujours là, appelez-la, rendez-lui visite, soyez présent. Pas parce que le monde regarde, mais parce que c'est ce que font les gens décents. Et si quelqu'un dans votre vie a oublié comment honorer ceux qui l'ont précédé, eh bien, rappelez-le lui fermement s'il le faut. Parce que le respect n'est pas quelque chose que l'on demande, c'est quelque chose que l'on donne. Et parfois, c'est quelque chose pour lequel on se bat. C'est mon histoire. C'était ma grand-mère. Et ce fut le jour où le monde entier s'est souvenu de son nom. Ah! Really? I hate you guys. Get tightened. Oh. This guy's hanging on. Got a tent from that at least. Hurry before we all die. Holy shit. What? Why didn't I do that earlier? No, wait! No, I didn't want to do that. I wanted to get the chest. Oh, you know what? Fuck it. It's fine, I guess. I guess I'll just leave. I don't know what I must have accidentally clicked that, whatever. Okay, Cave of Summons is done, pretty much. I mean, I still have those chests. I should really go back for those chests. Like, I really should. I'm such a loot goblin, like, I wouldn't feel good leaving those chests behind, you know? Back to connections. I want that damn chest! Rose up, please. This guy is so annoying. You're still alive. That's crazy. Yeah, I need you to stay alive so you can level up. Please. Please and thank you.
Oh my god. You know what? It's fine. This is good for... grinding. Like, for leveling up, I guess. Okay. How do I get to you? It's not down here. Oh, brother. No! They're both confused. I should summon Leviathan and see how that looks. Next time. Next time I'll do it. No! She teleported. Okay. I guess that works. She's like, I'm gonna kill Edge and then we're gonna get out of here. That's crazy. Trying to figure out how to get down there. Is this not it? Okay, wait. I think, isn't there like... That's not what I want. I just want him to... Oh god.
I'm gonna end up dying in this cave because I'm trying to figure out how to get to these chests. I don't know why I did that. Oh my god, now they're both dead. Oh wait, Radia's still alive. Welcome in, Avalanche. Welcome.